Assassinat des journalistes au Cameroun, à qui profite le crime? La disparition tragique du journaliste Martinez Zogo relance le débat sur la liberté et la protection des journalistes au Cameroun. Le directeur de la radio Amplitude FM émettant à Yaoundé était porté disparu depuis plusieurs jours. Son corps a été retrouvé le 22 janvier au matin. Une enquête a été ouverte et plusieurs associations de journalistes, dont le SNJC, dénoncent un assassinat. Qui en voulait au confrère Zogo? À qui profite ce énième crime contre la presse camerounaise? On s'interroge ce soir et on en parle dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du Point sur l'actualité. C'est la première édition de la semaine sur les antennes de Foyo Média Africa et bien sûr nous commençons une semaine avec une note de tristesse, la disparition encore une fois d'un journaliste camerounais et nous inclinons sur sa mémoire et que son âme repose en paix. C'est donc Martinez Zogo du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. On va en parler ce soir en s'interrogeant naturellement sur ce qui arrive justement à cette presse, à qui profitent ces crimes qui deviennent de plus en plus fréquents. Et pour le faire, nous avons choisi deux de nos meilleurs invités, deux de nos meilleurs panélistes, ceux qui comprennent bien cette science communicationnelle et surtout tout ce qui peut entourer la difficulté des hommes de médias à exercer pleinement leurs fonctions dans certains de nos États africains notamment. Alors, certainement des exemples seront les gens au cours de cette édition pour démontrer aussi que c'est pas seulement le propre de l'Afrique, mais il n'en demeure pas moins un journaliste de trop. En tout cas, on va s'y atteler tout à l'heure. Et donc, nos invités, le consultant permanent de l'émission, il n'a pas bougé. Il est là, c'est Jonathan Batenguini. Bonsoir, Dieu. Bonsoir, Bachir Mohamed Ladan, surtout agréable retour de ce week-end qui a été certainement un peu reposant de ton côté, et aussi la famille, le nouveau panafricaniste. Bonsoir au président, notre illustre aîné, le phénomène historique qui se produit du point de vue de la dialectique qui prend le dessus avec des analyses qui historiquement ont réussi à imposer le respect et ont conquis les plus hautes cimes de la pensée et de la réflexion contemporaine. Nous saluons également tous les techniciens, les cadreurs, et tous ceux qui sont derrière derrière les machines et qui rendent cette émission concrète. Nous leur disons merci pour l'engagement et surtout nous savons que leur travail permet à l'Afrique toujours de vivre cette belle aventure que nous avons commencée il y a quelque temps. Nous saluons également tout le personnel, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Nous demandons la libération de notre sœur Edith Puchéry-Ballet, qui est embastillée par le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara, et ainsi que tous les prisonniers politiques qui, en Côte d'Ivoire, croupissent sous les geôles par la forfaiture du régime Ouattara. Nous demandons leur libération, particulièrement celle d'Edith Puchéry-Ballet, icône, véritable Rosa Paz du combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Merci en tout cas de signer votre présence comme vous le faites très souvent, cher Batenguini. C'est tout un honneur à chaque fois pour nous de vous recevoir sur ce plateau et spécialement le point sur l'actualité, cette émission dont vous êtes le consultant permanent et le pionnier.
Vous l'avez dit, nous sommes avec le président Bandakani, qu'on ne présente plus. Alors, pour ceux qui le découvrent, sachez qu'il est un homme politique camerounais, président du nouveau mouvement populaire, ce parti qui à lui seul incarne l'idéal panafricaniste au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir, mon cher Bachir. J'espère que vous allez bien, parce que, contrairement à ce qu'a dit mon fils Jonathan, le week-end n'a pas été tranquille pour les journalistes. Oui. Vous êtes menacés d'assassinat, votre tête risque de sauter à tout moment. Il y a des gens qui sont décidés à couper vos langues et qui ont pensé des mécanismes extrêmement sadiques et extrêmement violents pour vous faire taire. C'est ce que symbolise Martinez Zongo, à qui je pense que l'émission est consacrée aujourd'hui. Donc je pense que tu as eu un week-end assez difficile parce que tu es un journaliste engagé, tu fais partie des organisations journalistes les plus engagées de notre pays et dans le continent. Voilà, donc la FIJ, la Fédération internationale des journalistes, l'UPF entre autres. Ça n'a pas été tranquille pour vous. Donc je salue les techniciens qui travaillent en back-office pour que nous soyons visibles. Je leur rends hommage. Je salue les millions de téléspectateurs qui sont attachés à Foyou. Et enfin, je fais ma déférence à Jonathan Batangene. D'abord pour les encouragements qui ne cessent de me porter, les paroles extrêmement élogieuses qu'il a à mon endroit à tout moment, mais surtout pour l'espoir qu'il incarne. Nous comptons beaucoup sur lui, nous les vieille génération de militants. Nous comptons sur lui parce qu'il est la figure de l'avenir de ce combat que nous menons. Et nous avons souvent cherché, on s'est dit, mais voilà, est-ce qu'il y a la relève? Mais je pense que maintenant, on est un peu tranquille parce qu'il y a quelqu'un qui a les capacités de le faire. En tout cas, il porte bien le flambeau. Il est extrêmement brillant. Nous souhaitons vraiment que ça continue comme ça et que le moment venu, on lui passe le flambeau et que le combat puisse continuer. Merci, président Bandakani. Et Joe, vous l'avez compris, portez bien ce flambeau. Et de notre côté, allons voir ce que nous a préparé la régie pour planter le décor. Tout d'abord, cet élément que nous propose Ndedi Mfout. On va l'écouter, on revient juste après. Le danger est permanent pour les journalistes camerounais, exposés aux attaques verbales et physiques, aux arrestations, aux procédures bâillons et au risque d'assassinat. L'enlèvement brutal de Martinez Zogo vient malheureusement renforcer le constat alarmant quant à la sécurité des journalistes et l'état de la liberté de la presse dans le pays. Martinez Zogo ne faisait que son travail et les journalistes et hommes de médias doivent pouvoir exercer leur métier en toute sécurité. A fortiori, malheureusement, ce n'est point le cas dans une république où la valeur humaine a foutu le camp depuis des lustres. Torture, menaces de mort, assassinat, tout y passe lorsqu'un homme de médias ose dire plus haut ce qui se dit tout bas. C'est la preuve irréfutable que la sécurité des journalistes est un réel problème au Cameroun. Le 9 mars 2022, c'est le reporter de Cameroun Web, critique du pouvoir, Paul Chouta, qui avait été amené de force dans une voiture, puis passé à tabac, avant d'être laissé pour mort sur le bord d'une route. 2 jours auparavant, le journaliste avait alors publié une photo sur Facebook représentant un ministre de la République et un patron de médias. La plainte qu'il a déposée auprès du tribunal de grande instance de Yaoundé n'a pas encore jusqu'ici apporté des résultats. L'un des riches hommes d'affaires du Cameroun est déjà en procès avec des journalistes et un média ayant publié une lettre ouverte faisant état d'affaires de corruption auxquelles il serait lié. Il a alors déposé plainte contre les journalistes, à savoir Jacques Blaise Mzié et Conrad Atangana, ainsi que contre l'hebdomadaire pour lequel il travaille, La Nouvelle, pour diffamation, injures et autres. L'un de ces journalistes, Jacques Blaise Mzié, fait en outre l'objet d'attaques depuis plusieurs mois. C'est du moins ce que nous laissent entendre certaines rumeurs. Bien avant Paul Chouta, il y a eu les cas de Jacques Bessala Manga, qui est décédé le 26 juillet 2012, des suites d'une agression criminelle à Yaoundé. Le meurtre n'a pas toujours été élucidé.
Jules Koumkoum, aussi parti dans des circonstances atténuantes 1 an plus tôt, en 2011. Son meurtre intervenait ainsi quelques jours après une lettre ouverte envoyée par le journaliste au ministre Mebengo, actuellement dans les geôles de Kondengui. Selon Xavier Messé, de 2019 à 2022, l'on enregistre 34 cas de journalistes torturés, molestés et tués. Jusqu'aujourd'hui, aucune enquête n'a abouti. Enough is enough. Enough is enough. En tout cas, merci à Ndedi Foud et à la rédaction de Foyo Média Africa pour cet élément qui nous a permis de planter le décor. Messieurs, je vais vous faire balader un tout petit peu vers les journaux camerounais, une sorte de revue de presse. C'était quasiment l'unanimité, les unes des différents journaux ce matin. L'Indépendant, par exemple, qui s'interroge à qui profite le crime dans l'affaire Martinez-Zogo. Et bien sûr, un autre journal de la République, c'est L'Avenir. Pourquoi? C'est donc le titre qu'on peut lire. À côté de cela, d'autres comme La Nouvelle, Martinez-Zogo, Forever, c'est donc le titre choisi par nos confrères de La Nouvelle. Et nous poursuivons avec donc Forum Libre, presse en danger au Cameroun. Ils ont tué Martinez-Zogo, c'est ce qu'on peut lire en grande une. Et par ailleurs, d'autres journaux également, tels que l'hebdo de Meom Salah, assassinat de Martinez-Zogo, que la lumière soit faite sous 72 heures. C'est l'ultimatum en tout cas de ce journal de Meom Salah. Mutation, quant à lui, dit tout simplement que c'était inadmissible ce qui s'est passé du côté du Cameroun. Le reporter Hebdo, quant à lui, revient justement, assassinat de Martinez-Zogo. Voilà, alors j'arrive pas à bien lire, voilà, les sauvages, voilà, merci à vous, cher Batengeni. Et donc, c'est Les Sauvages, c'est ce qu'on peut lire juste à la une de nos confrères. Merci à vous, signé. Alors, le prochain journal nous parle aussi de Martinez-Zogo, c'est La Météo, tué par des lâches, tout simplement. La une choisie par nos quotidiens de La Météo. La voix des jeunes, la presse en danger, qui après Martinez? C'est une question que l'on se pose. Et bien sûr, président Bandakani, vous faites bien de le souligner. Nous exerçons un métier très dangereux. La nouvelle expression a également titré là-dessus. Ils l'ont assassiné. Eh bien, le Zénith, un autre cadavre dans leur placard. Ils veulent chasser Paul Biya. C'est le titre choisi par le Zénith, tout simplement. Le Messager, qui nous rappelle un certain Pius Ndjawe, aux côtés de qui d'ailleurs vous avez également combattu, président Bandakani, pour la liberté de la presse. Ils l'ont tué, tout simplement. Voilà, donc c'était quelques-unes des journaux camerounais parus ce matin, un peu partout sur l'étendue du territoire. C'est la consternation, c'est la désolation, un sentiment. Président Bandakani, je vais me retourner vers vous parce que très jeune, nous on vous a vu lutter pour que la presse soit libre dans ce pays. Et je parlais de Pius Ndjawe, que vous connaissez très bien, paix à son âme également. Alors, votre première réaction? C'est bien de rappeler ça. Oui. Il y a des ouvriers de la dernière heure qui pensent qu'ils ont commencé le travail. Il faut rappeler ça. Je peux le dire je suis l'une des figures de pro du combat pour la liberté de la presse dans notre pays. Dans les années 90, c'est nous qui on était au front, on a encadré tout ça. Et, bon, vous citez quelqu'un, un illustre journaliste, avec qui j'étais très lié, que je connaissais très bien, c'est le père de Jules. Oui. D'ailleurs, le fils est mieux placé pour témoigner les relations que j'ai eues avec son père dans le cadre de ce combat. On allait en prison pour ça, on a mené des batailles extraordinaires auprès des gens comme les Anissé Kanye, les Arrêté Koué et les autres. On a organisé tout ça. Donc, c'est un vieux combat. Mon cher Bachir, cette affaire-ci est très sérieuse pour qu'on confine ça à un problème de la presse. Très bien. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est vrai, c'est un journaliste. Il est mort, il a été assassiné dans l'exercice de son métier. Mais ça dépasse de loin le cadre du journalisme. C'est une affaire trop grave pour qu'on réduise ça seulement à une affaire de journaliste. Parce que si vous réduisez ça à une affaire de journaliste, vous avez vu, on connaît les méthodes qui ont cours dans notre pays au niveau du rapport que l'État a avec des affaires similaires. Mon cher Bachir. Déjà, ça a commencé
le ministre Sadi va commencer les opérations de relations publiques, il va recevoir des groupes l'association des journalistes, le groupement de journalistes, pour faire la diversion. Le tout pour vous amener, pour non, calmer le jeu, vraiment, on va régler ça, machin et consort. Vous devez être violent. Je dis que vous devez être violent. Il n'y a pas de jeu à calmer ici. N'écoutez pas les histoires de René Sadi et les membres du gouvernement. Vous ne pouvez pas écouter ça. C'est de la pure diversion. Ils ne vont rien faire. Et pour le savoir, comparez les deux communiqués de M. René Sadi. C'est la même affaire. Si ce n'était pas l'amour de notre pays, ça fait honte. Quand vous décortiquez ça, vous comprenez très bien qu'il y a un problème avec notre gouvernement. Vous avez l'impression que c'est pratiquement toute la chaîne gouvernementale qui est mouillée dans cette affaire, c'est-à-dire dans la volonté de neutraliser la lutte contre la corruption, de neutraliser la dynamique d'aller au bout des affaires de corruption, en particulier les audits de la ligne 94 et 67. Donc c'est là qu'il s'agit. Moi je le dis, pas parce que j'ai un problème avec M. René Sadi, c'est un ministre pour qui j'ai l'habitude d'avoir du respect. Oui. Vous le savez, M. Bachi. Oui. Mais quand vous lisez les deux communiqués du gouvernement signés par M. René Sadi, je pense qu'il est comme les autres disqualifié pour parler de cette affaire. Le gouvernement camerounais est disqualifié pour parler de cette affaire. Le président est interpellé au plus haut niveau pour parler de cette affaire. Je dis que le gouvernement camerounais est disqualifié. Ils ne peuvent pas. Ils sont mouillés. Le gouvernement est mouillé. Que les ministres les plus sérieux de ce gouvernement, quelques-uns qui ne sont pas dans le scandale, m'excusent. Mais la tendance qui domine dans ce gouvernement, c'est ça qu'on a vu à l'œuvre là, avec cette affaire de Martinez Zogo. Chez Bachi. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quand on a dit ça, ce n'est pas une affaire de journaliste seulement, Bachi, parce que c'est la condition humaine qui est en jeu à travers cet assassinat d'une extrême cruauté et d'un sadisme sans pareil. On ne peut pas traiter un être humain comme ça. C'est nous là, c'est nous qui sommes, c'est-à-dire Martinez Zogo, c'est nous. C'est vous, Jonathan, c'est toi, Bachir. C'est tous les Camerounais. On ne peut pas traiter un être humain comme ça. Quand vous lisez les fuites liées au rapport d'autopsie venant des sources de la famille, bon, ce n'est pas de vérités officielles. Oui. Puisqu'on attend que l'autopsie soit déclaré officiellement comme ayant été fait, ça a commencé, ça a été prescrit rapidement et tout. Bachir, mais la décence nous interdit de répéter ça sur un plateau télé. Oui. Oui. La décence nous interdit. C'est-à-dire, aucun homme sur cette terre en gauche, on lui a infligé le pire des supplices, Jonathan. Le pire châtiment qu'on puisse infliger à l'autre humain, c'est ce qu'on lui a fait. Doublé d'une démarche de crime rituel. Doublé d'une démarche de crime rituel dans le locus qu'on le fait en public pour maudire le Cameroun, pour maudire ce pays et nous dire que ce que l'on fait, nous avons le pouvoir. Et ce pouvoir, on va le garder par tous les moyens. Et c'est là qu'il s'agit. Quand vous voyez la manière dont ils sont allés exposer le corps, en s'assurant même qu'en mettant à dire accompagné avec les vêtements, pour dire que non, venez vite voir. On ne crée rien. Rien ne va nous arriver. C'est pour ça que je vous dis que c'est une affaire qui dépasse la presse. Le gouvernement, la presse et le gouvernement camerounais. Le gouvernement. Il faut que celui qui a reçu le mandat, le Camerounais, pour le protéger, fasse son travail, le président Biya. Il doit faire son travail. Trop, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est pour ça que nous apportons notre soutien aux populations de Bebda, qui se sont levées, j'ai appris qu'ils ont barré le pont, ils sont mobilisés, qu'elles ne s'arrêtent pas. Bachir. Si elles nous suivent, qu'elles ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas de modération à avoir par rapport à ces crimes. Il n'y a pas de modération à avoir, Bachir. Il n'y a pas. Il n'y a pas, Bachir. Donc, ça veut dire que c'est l'abjection dans son expression la plus achevée, Jonathan. L'abjection, c'est-à-dire le mal par excellence, c'est-à-dire les agents du mal, que ce soit dans les faits et en esprit, qui ont confisqué l'État du Cameroun, c'est-à-dire que exposent leur visage. C'est effrayant et ça fait peur. Ça fait très peur.
qu'on ne vienne pas nous dire que le Cameroun c'est l'état de droit. Nous l'avons dit, nous continuons à le dire. Mais quel état de droit? Sous inox, sous contrôle. On peut arrêter des petits chasseurs de poules, des gens qui volent les portables, les gens qui font ceci. On peut arrêter Fianga. Fianga, ça l'encourageait, hein? On met en prison très vite, pendant que les vrais acteurs de la prostitution au Cameroun sont protégés. Ils sont les influenceurs, influenceuses, ils sont reçus par les ministres. Quand il y a des compétitions internationales, on leur donne des primes, des millions de francs, pendant que les anciens joueurs de football marchent à pied pour venir aux réunions, parce qu'ils sont volontaires, mon cher Bachir. Donc, tous ces gens-là, vous voyez tout ça. Donc, cet esprit d'abjection, Bachir, voilà son visage. Ils nous ont montré clairement ce qu'ils sont prêts à faire. Heureusement qu'ils ne sont pas la majorité dans ce pays. Même si ça donne l'impression qu'ils sont les plus forts, mais ce n'est qu'une impression. C'est pour ça que Bachir, cette ligne-ci qui est franchie, interpelle tout le monde, et les forces saines de la nation doivent prendre la mesure de ce qui est en jeu dans cette affaire. Ce qui permet d'entrer dans l'autre dimension. Oui. C'est-à-dire que la criminalisation de l'État du Cameroun, engagée depuis des années. Quand je dis criminalisation de l'État, je ne dis pas tout l'État du Cameroun est l'État criminel, non. Je dis la criminalisation. Il y a une dérive dans la criminalisation de l'État dans notre pays. Depuis 1984, si on peut dire ça, avec le coup d'État, où certaines personnes ont fait tellement des ailes lorsqu'ils ont maté le coup d'État, n'est-ce pas? Que je ne soutiens pas. Oui. Les positions sont connues dessus. Tout à fait. Mais, c'est-à-dire, il y a eu des exécutions extrajudiciaires. Pour que la justice reprenne les choses en main, Bachir, c'était compliqué. Et ce groupe, c'est ces gens-là qui se sont autoproclamés sauveurs des institutions, depuis ce moment-là, Bachir cherche à prendre l'État en otage. Alors, il y a eu des séquences, mais Bachir, dès que l'État camerounais a été reconnu comme étant en faillite à la faveur de la crise économique, et qu'il a fallu à l'OFMI subir l'un des plans d'investissement situés les plus drastiques que les pays africains aient connus, que les pays dans le monde ont connu, mon cher Bachir, et qu'on a autorisé les ministres à devenir hommes d'affaires, mon cher Bachir, on est monté dans d'un clan très long, dans ce que j'ai appelé la dynamique de criminalisation de l'État. Les hauts fonctionnaires ont commencé à s'enrichir, à avoir beaucoup d'argent. Ayant beaucoup d'argent, il faut protéger sa fortune. Pour la protéger, il faut avoir le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, il faut continuer à l'avoir. Il faut le conserver par tous les moyens. Ils sont allés s'enrichissant, s'enrichissant toujours. Au point où Bachir, il faut avoir le contrôle total de l'État pour garantir la protection de leur fortune. Ça allait de pair avec ce que j'appelle la criminalisation ethno-ésotérique, comme matrice de fond. Oui. On prend le drapeau tribal, on met devant, on se présente comme étant le porte-parole d'une tribu, alors que personne ne vous a envoyé. On prend les tribus en otage, on met devant, comme bouclier, pour ne pas toucher ces élites qui ont pour seule tribu, n'est-ce pas, connu l'argent, le satanisme, et l'amour du sang. C'est ça leur tribu. Mais pour se protéger, ils prennent le drapeau tribal, ils mettent en avant mon cher Bachir. C'est cette criminalisation de l'État Bachir qui attend son paroxysme avec les fonds Covid, la canne, Bachir, et ce qui se passe avec les fonds liés, comment on appelle ça, les fameuses lignes 97, 65 et 84. Pour lesquelles est mort. C'est brillant garçon. C'est brillant garçon. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que le clan le plus dur, le clan le plus pourri dans la corruption, qui a le plus volé et pillé les caisses de l'État, va montant en puissance dans le mal, c'est-à-dire dans la détermination de ne pas répondre de ses actes. C'est cela qu'il s'agit. Au lieu qu'on nous arrête, l'État va s'effondrer. On ne nous touche pas. C'est ce que ça veut dire. Ils sont prêts à tout. Le message, c'est ça la signature. L'assassinat crapuleux de Zogo, c'est ça la signature. Que le clan le plus dur du régime, qui va se masquer évidemment derrière la tribu, hein, les étangs, d'autres vont sortir là-bas au nord pour dire que le nordiste, d'autres à l'ouest. Tous ces groupes, tous ces gens-là forment le noyau dur Bachir.
Ils vont le plus voler, ils vont le plus arracher les terres aux gens, ils vont le plus tuer. Bachir, ils sont ceux qui sont le plus alliés avec les réseaux criminels internationaux. Bachir, ces gens-là se sont donnés là-bas pour dire que on ne nous arrête pas. L'opération d'audit des lignes 94 et 67 doit s'arrêter. C'est ça le message. C'est ça la signature Bachir qu'elle a derrière. On ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que Bachir, je vois que vous voulez que je chute. C'est pour ça que Bachir, nous avons interpellé le président depuis hier. Oui. On continue le chef de l'État. Le président nous a demandé, n'est-ce pas, qu'on l'assiste, discours de fin d'année, dans le combat contre la corruption qu'il mène depuis des années. Mais comment on va assister le président si l'assistance conduit au cas de Zogo? Bachir, parce que, excusez-moi, je fais un peu de politologie politique très vite. C'est-à-dire que, c'est quoi l'État? L'État, c'est que vous et moi, nous nous délestons de notre puissance en tant qu'homme, de nos droits. On confie à l'État. Et nous devenons puissants comme nous tous, mais pour nous protéger. Le monopole de la violence légitime. Jonathan Ponnet qui est l'auteur de cette phrase. Le fameux sociologue allemand, Weber, Max Weber. C'est comme ça que l'État devient puissant. Bachir. Et à partir du moment où nous sommes délestés de toute puissance donnée à l'État, nous sommes plus forts. C'est pas vous d'aller faire les enquêtes sur la lumière sur Zogo. C'est pas vous d'aller protéger Zogo et les autres. C'est l'État. Et l'État a pour chef M. Paul Biya, à qui on a donné un mandat pour faire justement ce travail. Comment on va l'assister si on va finir comme Zogo? Le débat est de savoir si ces gens-ci, ce groupe le plus extrémiste au cœur de l'État, de criminels au cœur de l'État, sont devenus plus forts que le président. C'est cela qu'il s'agit. C'est pour ça que nous jouons notre voix à celles les populations de Bebda et des autres qui disent, monsieur le président, prenez vos responsabilités. C'est de cela qu'il s'agit. Le peuple maintenant vous soutient dans ça. Les Camerounais sont unanimes que la ligne rouge a été franchie. Que le président prenne ses responsabilités, Bachir. Sinon, vous savez ce qui va arriver? Nous aurons droit à nous organiser pour nous défendre légitimement. La légitime défense. Alors, moi je le dis. C'est-à-dire que si les familles de Zogo constatent que l'État n'est pas mesure de rendre justice, elles ont le droit de se défendre elles-mêmes et de sauver l'honneur de leurs fils par tous les moyens, Bachir. Je le dis et je l'assume. Très bien. Et ça sera valable pour tous les Camerounais. Merci. Si l'État veut garder le minimum de confiance encore les populations, il faut que la lumière soit faite sur cette affaire et d'autres affaires dérivées, n'est-ce pas, de journalistes qu'on a tués, de tous ces crimes qui dans ce pays ne sont jamais élucidés. Merci en tout cas, Président Bandakani, pour cette analyse, cette prise de parole, en tout cas qui ouvre définitivement le champ, très cher Batengeni, à la compréhension de ce qui se passe réellement. Le Président Bandakani disait, ceci va au-delà d'une question de la presse tout simplement. Oui, il s'agit de la fameuse... le président du Cameroun m'a parlé de rigueur et moralisation. De la société. La moralisation d'une société déréglée, ou du moins d'une administration publique en déliquescence, tenue par des logiques de réseau qui se sont amplifiées depuis la tentative de prise de pouvoir par la force de putsch en 1984 et qui a vu émerger une caste d'acteurs au sein de l'administration qui prennent le paravent de la tribalité et le paravent de sauveur des institutions pour davantage s'accaparer les ressources de l'État. Et quand vous regardez cette classe administrative, elle est très mobilisée dans le pillage des ressources, la gabégie, le détournement de fonds. Et vous allez remarquer que cette caste-là se reproduit également par la corruption. C'est-à-dire qu'ils ont créé des réseaux pyramidaux qui se ramifient jusqu'en bas et qui s'alimentent par la corruption, qui fait œuvre d'action d'enrichissement, mais également de principes d'allégeance des différents paliers. Et donc au sommet, vous avez ceux qui contrôlent donc la grande corruption et la petite corruption en bas. Et ceux qui sont contrôlent la grande corruption, eux, contrôlent aussi certains milieux d'affaires. D'ailleurs, les lois, et on a vu cette caste-là en action parce que c'est aujourd'hui qu'on comprend la dynamique de privatisation. Et cette caste n'a pas travaillé seule. Il faut le répéter toujours pour tous ceux qui ne connaissent peut-être pas.
au Cameroun. Ils ont travaillé avec le FMI, la Banque mondiale, président. Je crois que là, vous souvenez des privatisations où des ministres ont été en intelligence avec les hauts fonctionnaires du FMI, des Nations Unies, mais également des diplomates de grands pays comme de pays partenaires comme la France, pour s'accaparer les ressources de l'État. Par exemple, c'est ainsi que Bolloré a récupéré le port, a récupéré la régie Faircam, qui est devenue Camrail. C'est ainsi que une caste de ministres, en fait aujourd'hui ils sont des ministres, ils ont récupéré la Société Nationale des Eaux, la SNEC, qui est devenue la CDE et Camwater. Dans les deux blocs, vous avez des ministres qui sont hommes d'affaires, qui ont récupéré la boîte. Vous avez certains qui sont dans le bois, qui sont dans... Ils ont occupé tous les secteurs. Et donc cette caste-là qui mobilise la tribalité, comme l'expliquait, contrôle aujourd'hui les ressources économiques. Mais maintenant, ils sont rentrés dans une autre logique parce que depuis les années 2004, le leitmotiv, 2008, le leitmotiv dans la vie politique camerounaise, c'est la succession du président Biya. Il y a une embolie de la question de la succession. L'embolie de la question de la succession débouche sur les batailles de positionnement des différents réseaux qui se sont accaparés l'État. Et la criminalité, ce que le président a appelé la criminalisation de l'État, participe des logiques de préparation des différents réseaux à la bataille finale. C'est d'ailleurs pourquoi, là, son analyse prend tout son sens. Certains réseaux, donc, actuellement, sont le réseau qui est estimé être le plus puissant aujourd'hui, a décidé de mettre au-delà de ces logiques d'accaparation des richesses, d'accaparement des richesses publiques, a décidé de mettre en spectacle désormais la mort. La mort. Et là, vous allez voir que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à la mort, que ce soit dans le monde des journalistes. Je crois que vous connaissez l'affaire Bibi Ngota. Tout à fait. Bibi Ngota, qui est mort dans une prison comme ça pour un différend avec un ministre dont il avait simplement commis l'erreur d'écrit contre lui. Vous avez au sein du même réseau des acteurs même du monde des affaires. Vous avez un très grand patron de presse. D'ailleurs, vous avez parlé des titres de la presse aujourd'hui. Oui. Seule la presse de ce dernier n'a pas titré sur la mort de Martinez Ogo. Ce qui est un peu... qui soulève toute l'attention et laisse interrogateur. Pourquoi seulement sa presse n'a pas titré? Est-ce qu'elle n'est pas solidaire? Est-ce que ces journalistes ne sont pas solidaires? Et vous vous souvenez que justement ce patron de presse, cet homme d'affaires, a été mis en question d'un ensemble de dossiers. Il y a eu la mort du jeune Fombor, avec pour une affaire de deux jeunes filles et puis de mœurs indélicates, c'est-à-dire que des vidéos qui étaient tout à fait regrettables d'hommes qui se sont livrés à des orgies sexuelles et qui apparaissent dans le téléphone d'une jeune fille comme ça, et la jeune fille va pour des raisons qu'on ignore aujourd'hui, ou du moins qu'elle seule maîtrise, elle va livrer son petit ami qui sera plus tard tué. L'enquête sur l'affaire Fombor n'a jamais débouché sur une résolution de la situation. Vous avez des journalistes, vous avez vos collègues David Eboutou et son collègue qui ont été en prison pour des questions de révélation qui ont changé leur vie. C'est passé sous silence. Vous avez plusieurs journalistes qui sont encore en procès. On a vu tout à l'heure dans le reportage, M. Vier et son collègue qui sont en procès avec le même patron de presse. On a vu ce même patron de presse rentrer en contradiction avec un ambassadeur, rentrer en contradiction avec le patron de la police, le secrétaire général de la police. On a vu s'exprimer sur un certain ton vis-à-vis de l'ambassadeur du Cameroun
en RCA, c'était à la limite, ça frisait le mépris, parce que l'ambassadeur est carrément le représentant du chef de l'État, et c'était un peu comme si il méprisait même la fonction de chef de l'État. En fait, dans ce rapport-là, on a vu un ensemble de développement. On a vu, il y a une affaire de terrain, là où est aujourd'hui le siège de son fameux média. On a vu qu'il y a une affaire de terrain qui est restée encore irrésolue. Hein? Vous avez donc des cas comme ça qui se multiplient autour de cette personne qui n'incarne en fait que le gros réseau dont parle le président, c'est-à-dire un réseau de personnalités, de hauts fonctionnaires camerounais qui ont décidé de fabriquer un certain type d'hommes d'affaires. Et c'est là où rentre toute l'enquête dont Martinez Ogo était l'auteur. Son enquête journalistique qu'il a menée, c'était sur l'homme qui amène les grandes révélations sur l'utilisation des fonds de la ligne 65 et la ligne 94. Mais pour l'information de nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est, parce que certains ne peuvent pas maîtriser? La ligne 65 et 94 sont des lignes qui ont été mises à disposition, c'est des lignes que l'État du Cameroun a mis à la disposition pour soutenir le secteur privé. Donc c'est un peu comme l'accompagnement de l'État aux acteurs aux acteurs de l'industrie. Et ces acteurs-là, les opérateurs économiques qui bénéficient de cette ligne sont censés être des personnes qui ont déposé un dossier en bonne et due forme, et elle était censée être démocratique, c'est-à-dire ouvert à tous les hommes d'affaires qui avaient besoin de cet accompagnement. On a remarqué par contre que durant certaines périodes, qui a été datée par Martinez Ogo, la grande partie des fonds a été consommée par simplement un ou deux hommes d'affaires qui étaient devenus des hommes d'affaires privilégiés du gouvernement. Et on parle de l'ordre de près de 5 000 milliards, Bachi, 5 000 milliards. C'est ahurissant. C'est ahurissant, oui, carrément. Oui, le budget de Cameroun, quelque chose qui aurait pu créer, vous voyez que c'est des dispositions que le chef de l'État avait prises pour vraiment booster le secteur productif camerounais. Ça aurait pu créer des millions d'emplois au Cameroun, ça aurait pu faire des champions de l'industrie, mais cela a été simplement détourné à l'avantage d'un ou deux hommes d'affaires. Et vous allez remarquer que ces scandales-là mettent en chaîne plusieurs ministres qui sont écroués. Vous avez le ministère de l'économie, le ministère des finances, vous avez le ministère les autres ministères qui sont satellites, jusqu'à même votre hiérarchie, la communication. Donc, vous avez tous ces ministères qui sont finalement dans la même assiette. Tout à l'heure, quand le président disait que oui, le communiqué du ministre de la Communication est contradictoire, mais c'est que là, il a la patate chaude. Et comment est-ce qu'il va la gérer? Parce que lui, il a une situation particulière, président. C'est un monsieur qui allait en retraite avant la retraite. C'est-à-dire qu'il travaillait à la présidence et parce qu'il n'était pas en bon terme avec son patron, il était, je crois, secrétaire général adjoint, parce qu'il n'était pas en bon terme avec son patron a tout fait pour l'envoyer en retraite. Et c'est lors d'un déplacement que le président de la République va le rappeler. C'est bien de rappeler cette histoire. Parce que c'est un homme qui arrive, il a eu la faveur du président pour ses positions un peu pondérées. Et ça a permis que le président, ça montre au président que c'était un collaborateur c'était un collaborateur différent. Donc, il arrive, il a un dossier, il connaît quels sont les tenants et les aboutissants du dossier. Il sait qu'il a deux ailes parce que Martinez Ogo lui-même travaillait pour le camp d'en face à celui qui est mis en cause. Et il sait que là, j'ai un dossier, il doit tout faire pour ne pas donner l'impression qu'il penche pour l'un ou pour l'autre camp. Donc, du coup, il produit des textes comme ça, mais ça montre aussi une chose. Ça veut dire que on n'a pas d'homme d'État capable de vraiment porter ce dossier. Ça veut dire qu'au sein du gouvernement, quand vous regardez même la posture du Premier ministre est resté calme. Il n'y a pas cet homme-là qui aurait dû frapper du poing sur la table en disant cette fois-ci c'est la bonne, nous allons aller à fond dans le dossier. Même au niveau de la justice,
où on a des institutions qui sont un tout petit peu solides de plus en plus. On a la Cour suprême qui est assez solide. On a le TCS qui est assez solide. On a un ensemble mais on ne voit pas ces mécanismes judiciaires se mettre en place. Alors le Parlement, lui, il est atone sur la question. Parce que tout arrive, et c'est ça la grande surprise, on ne voit pas les parlementaires. Tout à fait. On ne voit pas les parlementaires. Et bien si maintenant je reviens à un élément. La situation au Cameroun ressemble à celle des États-Unis au sorti du 19e siècle. Au sorti du 19e siècle, les États-Unis sont dans une posture où les hommes d'affaires sont aussi violents que les hommes d'affaires camerounais. Surtout qu'ils se recrutaient parmi des gens qui avaient des positions politiques dominantes dans certains fiefs. Et ces individus, dans leur logique d'accaparement, qu'est-ce qui les a freinés? C'est les juges. Mais là, aux États-Unis, ils ont inventé depuis un mécanisme, c'était qu'on vote le procureur. Et donc, quand on vote le procureur dans une région, le procureur lui-même, ça signe une mission. C'est sur la base d'une mission qu'il arrive à la tête de la justice dans un État. Et aujourd'hui, au Cameroun, nous sommes carrément dans la même situation. À la fois, le président de la République doit frapper du poing sur la table, mais il faut des juges. Je crois que le président, ça arrive quelques jours après qu'ils aient expulsé Magnangabe, qui est le juge qui s'occupait des questions les plus sensibles dans la... Parce qu'ils ont frappé un grand coup avant. C'est comme s'ils pressentaient que la situation allait se compliquer pour eux. Il fallait déjà enlever les plus courageux pour dire aux autres juges que nous n'avons plus besoin de votre courage. Le message que ces gens sont en train de passer est clair. Ce message, c'est que ils veulent contrôler la succession Biya. C'est le grand message derrière. Ils sont en train de passer un message au peuple camerounais que désormais tout se passera au sommet. Et celui qui aura le courage de dénoncer sera éliminé exactement comme Martinez Zogo. Je crois qu'il y a un journal qui a titré un truc dans ce genre. Quand vous voyez les journalistes écrire les sauvages, ils l'ont tué. Tout ce qu'ils disent là, pour la plupart, ils reconnaissent une chose. Ce qui est mis en jeu, c'est la souveraineté du Cameroun. Parce que comme j'expliquais dès le départ, ces gens se sont accoquinés des réseaux internationaux de prédation. Et c'est ces gens qui ont fait venir Macron au Cameroun. C'est eux qui ont fait venir Macron au Cameroun. C'est les mêmes gens qui sont en train de faire lorgner et créer des petites situations par les franquistes, tout ça. Ils créent des situations pour embrouiller l'opinion. Ces mêmes gens sont là, ils sont à la manœuvre. Aujourd'hui, le peuple camerounais est interpellé, pas seulement les populations de Bebda. C'est le peuple camerounais qui est interpellé. Nous devons être solidaires, les journalistes, au premier plan, solidaires de cette situation. Il faut qu'elle trouve un dénouement. Il faut qu'une enquête soit instruite et que l'enquête aboutisse à l'établissement des responsabilités, pas seulement pour le meurtre de Martinez, mais également tous les autres meurtres et la question des lignes 64, 65 et 94 qui ont été mal gérées, qui ont été entraînées à l'avantage de quelques citoyens. Même ceux qui n'étaient pas au courant de ces fameuses lignes s'intéressent désormais à cette question. C'est peut-être le bon côté, je mets ça entre guillemets, de ce malheur qui nous a frappé. Alors, avec votre permission, messieurs, je vais prendre 30 petites secondes pour lire cette invitation à un point de presse. C'est le syndicat national des journalistes du Cameroun qui nous l'envoie à l'instant, puisque nous sommes suivis sur tous les forats. Alors, le syndicat national des journalistes du Cameroun organise un point de presse sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo et les violations répétitives de la liberté de la presse au Cameroun. Alors, ça se tiendra donc demain, mardi 24 janvier à 10h précise à l'hôtel Douala Design de Bali. Et donc à cet effet, les représentants des médias, télé, presse et radio y sont vivement conviés. Que la solidarité de tous soit la garantie de la sécurité de chacun. C'est donc signé pour le Ben, la présidente Marion Obama. Donc la presse est conviée demain 10h à l'hôtel Douala Design de Bali sur la thématique que nous abordons en ce moment. Président Manakali, peut-être avant de me retourner vers vous, on m'a fait savoir qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Je voudrais bien qu'on aille de ce côté-là. Allô, bonsoir cher appelant, d'où vous nous appelez, votre nom et vous participez, on vous écoute.
Bonsoir, Bachir Ladan, le meilleur journaliste au monde. Mes respects au président Badakani et à Jonathan Batengene, c'est M. Sidi depuis le Bénin. Bonsoir Sidi. Je vous dis assalamu alaikum. Permettez-moi de pleurer 3 secondes au moins Bachir, M. Martinez Zongo, qui me rappelle l'autre Burkinabé, Norbert Zongo, éliminé lui-même Bachir. Je réclame justice. Je dis, permettez-moi quelques secondes. Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa d'adébaillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Merci Bachir. Pour le cas du Cameroun, ce crime-là est plus grave. Car ce que les panafricains doivent savoir, c'est simplement des gens qui veulent se faire nommer par les chancelleries occidentales qui ont commis ce crime. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont sales, Bachir. Ils veulent convaincre leurs voisins criminels occidentaux et américains sur les capacités de pouvoir nous brimer, exterminer une fois au pouvoir. Ils veulent leur montrer qu'ils sont semblables à eux, des criminels tous. Aujourd'hui, Bachir, c'est un message très clair aux journalistes d'investigation, aux jeunes panafricains que nous sommes, qui pensent dénoncer les crimes économiques et sociaux. Il faut que la lumière soit faite sur cette affaire pour que nous ne finissions, pour qu'on ne nous finisse pas tous. Si le panafricanisme n'a pas encore pris avec des actions claires et des activités de manifestation, c'est à cause de ce genre de crimes, Bachir. Les gens craignent pour leur vie, Bachir. Il ne faudrait pas que, après la mort de Paul Biya, que des criminels s'installent au pouvoir. Il faut que la justice soit rendue. Et de surcroît, j'aimerais attirer l'attention qu'on appelle du président Badakani, qu'il est temps que les noms soient cités dans des affaires floues, dans des affaires dangereuses au Cameroun, de corruption, pour que ceux-là ne puissent pas prendre le pouvoir. Le panafricanisme doit monter au Cameroun parce que le Cameroun reste et demeure, comme le disait Gbagbo, la vitrine de l'Afrique. Si aujourd'hui nous sommes panafricains, si aujourd'hui nous sommes capables de ressusciter le panafricanisme, c'est simplement grâce à votre pays, le Cameroun, auquel nous tous nous avons les yeux fixés. Si ces genres de choses peuvent se passer inaperçues, ça va ébranler les espoirs et ça va détruire notre panafricanisme. J'encourage Jonathan Batengele, j'encourage avec beaucoup de déférence le président Badakani à continuer dans cette affaire. On veut voir clair. Et Inch'Allah, aussi Dieu le veut, c'est vous, Badakani, c'est vous, je dis bien c'est vous que nous voulons à la tête de cet État. Si nous allons cotiser dans toute l'Afrique, nous allons cotiser. Nous sommes en guerre. C'est Dieu qui est fort. Assalamu alaikum. Merci à vous, cher Sidi. Depuis le Bénin, nous restons au téléphone, président. Nous avons Zerfel qui nous appelle depuis l'Allemagne. Zerfel, bonsoir, cher ami. Ok, bonsoir Bachir. Je salue le président Badakani. Je salue mon frère Jonathan. Je salue tous les techniciens d'F4U. Moi, il serait un peu dur avec tous les politiciens et les opposants des deux pays comme la Côte d'Ivoire et puis le Cameroun. Parce que quand on a un président là, quand on parle d'un président, c'est celui qui a le dos large. On peut envoyer toutes les flèches sur son dos. Il va les amortir. Il n'y a pas quelqu'un qui va défendre un président. Parce que quand vous défendez le président sur des plateaux, des médias, c'est ça qui envoie tous ces genres de trucs. Parce que les critiques aujourd'hui, c'est ça qui fait avancer, comment dirais-je, en Europe. Parce que quand tu as quelque chose dans l'esprit ou dans ta pensée, tu le dis cela, oh, et il n'y a pas quelqu'un qui va t'emprisonner ou qui va te tuer. C'est ça qui fait avancer chez l'Europe aujourd'hui, c'est pourquoi ils nous piétinent tous les jours. Parce que nous, on est incapable de dire ce qui se passe dans nos pays. Quand on dit il y a des opposants, il y a des gens qui défendent ce genre de personnes.
Voyez le monsieur qui... Parce que j'ai écouté sur une télévision tout à l'heure. C'est pourquoi c'est ça qui m'a énervé, puis j'appelle. Comment ce journaliste, il dénonce des voleurs au Cameroun, des gens qui détournent des milliards, tandis que vous avez payé des écoles chères pour vos enfants, et ces enfants-là ne sont pas... Et ils n'ont pas eu les diplômes pour conduire des motos. C'est pas à cause de ça que vous avez dépensé des millions pour mettre vos enfants à l'école. Alors vous devez parler de ça. On ne parle pas de ça, on parle toujours des choses de politique qui n'ont rien à foutre. C'est-à-dire que si ces télévisions aujourd'hui qui sont au Cameroun, si ces télévisions-là étaient partout dans l'Afrique, là, on allait avoir beaucoup de choses qui allaient changer en Afrique. Parce qu'on allait parler toujours de ces gens, de ces voleurs ministres. Et regardez en Côte d'Ivoire un peu. On parle de la chance aujourd'hui, si tu n'as pas la chance, on te tue. Si tu n'as pas la chance, on te tue. Mais si tu as la chance, on te met en prison. Aujourd'hui, il y a des journalistes. Regardez un peu les journaux de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de critique. Tu as critiqué le Draman, le Mossi qui est là. C'est-à-dire que ton journal sera suspendu pour des mois. Alors, même ceux qui viennent sur les plateaux des télévisions, ils sont incapables de parler de ce qui se passe dans le pays. Et donc, on met des animatrices qui n'ont rien à voir avec des médias pour éduquer nos enfants. Ils éduquent nos enfants là, à faire la prostitution et les garçons à faire des braquages. Donc, moi, aujourd'hui, c'est le journaliste qu'on a tué aujourd'hui, c'est-à-dire que le président Biya, il a la responsabilité de faire appel à tous ces ministres qui sont aujourd'hui à la tête de ces ministères-là. Parce que quand on te met là, c'est-à-dire que tu es exposé. On peut te dire, c'est-à-dire que tu as plus 5 francs des citoyens, ils peuvent réclamer ça. Alors, le temps qu'on parle de ça, et puis tu passes par derrière pour tuer un individu, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, moi, vous qui êtes les politiciens là, et qui venaient le plus souvent, qui parlent, qui sensibilisent les gens, c'est le moment. Permettez les gens, parce que je vois le plus souvent, quand il y a des critiques sur le Cameroun, il y a des gens qui se plaignent, qui attaquent leurs propres citoyens parce qu'ils ont critiqué Biya. Non, ça ne se fait pas comme ça. On peut critiquer n'importe... Parce que le président qui est là, c'est pour tout le monde. Parce que ce qu'il fait, il ne peut pas... Tout le monde ne peut pas l'aimer, mais il peut dire... Le citoyen est libre de dire ce qu'il pense de ce président-là, du ministre. Alors, c'est-à-dire qu'indexer les gens, ceux qui font de mal dans les ministères, indexer-les pour que la population puisse les découvrir. Mais si on les couvre là, comment on peut les découvrir? Comment on peut savoir que ce ministre il ne travaille pas pour les citoyens? En tout cas, c'est une question que l'on se pose aussi. C'est très important. Merci. Merci à vous également, cher Zerfel. On ne voit pas le temps passer quand on est sur le plateau du point sur l'actualité. Ça va très vite et donc, alors, il y a 3 appelants en attente. On va essayer de gérer le temps avec eux et on revient, messieurs. Il faudrait bien que vous ajoutiez 1 ou 2 mots. Donc, les 3 appelants. Alors, commençons par Gallo Célie. On va y aller rapidement. Gallo, bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de For You. Monsieur Ladan, j'appelle avec beaucoup d'amertume et de gravité parce que ce combattant, notre frère Zogo, va rejoindre une longue lignée des combattants camerounais qui n'ont jamais eu justice. Depuis Douala Mangabel jusqu'à Martinez Zogo, nous n'avons jamais eu de justice pour tous nos combattants assassinés. Monsieur Ladan, régulièrement nous prenons la parole pour vous remercier pour le travail que vous faites. Régulièrement, nous témoignons notre gratitude à vous les journalistes, panélistes comme le président Bandakani, de nous éclairer sur ce qui se passe. Quand nous le faisons, les gens pensent souvent que c'est pour vous cirer les bottes. Et nous on leur dit, surtout pour nous les Camerounais, ceux qui connaissent le Cameroun, exercer la fonction de journaliste est très, très difficile. Ce n'est pas suicidaire, mais c'est vraiment difficile. C'est pour ça que nous remercions une fois. Ce que vous venez de voir là,
de Cameroun, le Cameroun est un cimetière des tombeaux des journalistes. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais simplement dire, pour rejoindre ce que disait Zerfel, nous ne voulons pas d'enquête. Nous ne voulons pas de commission, de je ne sais que. Nous voulons des interpellations. Nous voulons des interpellations. Parce que le ministre a fait une sortie pour nous expliquer que, à leur niveau des enquêtes, ils ont fait, leur enquête a trouvé que M. Zongo n'était pas chez lui et n'était pas non plus dans son bureau. Voilà ce que la puissance d'investigation du Cameroun a donné. Ils ont constaté que le journaliste n'est ni dans son bureau, ni chez lui. Je vous dis, nous voulons des interpellations. Merci. Je ne vais pas aller plus vite. Bonsoir à vous. Merci à vous, très cher Gallo Célie. Alors, on va essayer de donner, disons, une minute, chers appelants, pour qu'on puisse vous donner toute satisfaction. Alors, Mohamed de Londres. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Oui. C'est vraiment dommage que ce soit à cette occasion que je puisse intervenir en direct sur la chaîne. Je devais d'abord te présenter mes vœux à son excellence, Monsieur le Président Bandakani, et présenter les meilleurs vœux aussi à Oncle Jonathan Batangeni. C'est dommage que ça soit à cette occasion. J'ai un peu du mal au cœur, Je suis animé par une mélancolie, une joie et une tristesse à la fois, parce que vraiment, je vous présente mes condoléances aussi. Je présente mes condoléances à la famille journalistique du Cameroun et de l'Afrique. Et je vous demande un peu plus de solidarité, que les journalistes soient solidaires dans leur métier, qu'ils se supportent pour faire face à n'importe quelle menace d'où qu'elle vienne. C'est tout ce que je puisse dire pour le moment, parce que je n'aimerais pas garder l'antenne et j'aimerais que le message passe. Merci beaucoup, Bachir. Salam alaikum. Merci, cher Mohamed, depuis Londres. Dame Sissi, bonsoir à vous, cher Amazon, depuis la Côte d'Ivoire. Vous avez la parole, disons une minute également. D'accord. Bonsoir, Bachir, et bonsoir aux deux braves panélistes, président Bandakani et puis Batengeni. Je vais emboîter le pas aux prédécesseurs, comme quoi c'est pas en ces circonstances-là que je devais dire bonne année, mais on est obligé de le dire. Bonne année à vous. Merci. Et bonne année à toi aussi, Bachir, pour le combat que tu mènes. Merci. Mais l'heure est grave. Mais ce que je veux dire, c'est que Batengene l'a dit, ce n'est pas seulement la mort du journaliste qui est là, mais ça va au-delà. Mais ce qui veut dire que si l'État du Cameroun est en danger permanent, et puis l'État du Cameroun, il me semble que n'est pas véritablement dirigé. Excusez-moi, je suis une pro-BIA, mais j'ai l'impression que l'État du Cameroun n'est pas dirigé. Et quand l'État n'est pas dirigé, voilà pourquoi ce genre de choses arrivent là, où il y a trop de légèreté, où il y a trop de complaisance. Nous savons que l'État du Cameroun est dans le viseur de la communauté internationale. Donc tous ces soubresauts-là, ça montre aussi que l'après-BIA sera dur, parce que le président BIA, les détracteurs ne lui donnent pas encore longue vie. Bon, ils ont fait des calculs selon eux, c'est eux qui détiennent la vie des gens en main. Donc le président BIA n'a pas trop longtemps à durer. Voilà pourquoi, d'où ces soubresauts-là. D'après eux, on a vécu ça en Côte d'Ivoire ici. L'après au fouet. Jusqu'aujourd'hui, 30 ans après, nous n'avons pas de paix. Donc, il faut faire le lien. Et ceux qui le font sont manipulés depuis l'extérieur. Et vous allez voir même que celui qui est ici même a une part de responsabilité dedans, dans le tribalisme, et puis le clan, et puis les rébellions, tout ça y passe. Parce que l'après BIA sera très dur. Mais le président BIA aussi, vous allez m'excuser, à un moment donné, l'être humain est ainsi fait, physiquement les forces nous abandonnent, et puis, comment on appelle, et les forces supérieures peuvent aussi le lâcher. Il faut qu'il prépare son successeur. Ce n'est pas méchant de le dire, mais c'est du réalisme. Parce que nous sommes dans un monde en conflit, nous sommes dans un monde en guerre, où je pense que physiquement, il est beaucoup affecté, il est beaucoup trop faible pour répondre comment on appelle ça,
comment on appelle, aux enjeux de demain, pour relever les défis, je pense que le président Biya, je crois qu'il doit rendre sa démission. Merci, Bachir. Merci à vous, chère Dame Sissi, depuis la Côte d'Ivoire. Dernier appelant et pas des moindres, Jean Sakpono. En 1 minute également, cher ami, vous avez la parole. Bonjour Bachir, 1 minute, ok. Et bonjour à vos invités techniciens. Bonjour Badakani, bonjour Jonathan. Et Bachir, souvenez-vous qu'on a fêté un ambassadeur français au Cameroun. Hein? Comme je viens seulement 1 minute, je ne sais pas si vous pouvez comprendre mes messages. Parce que cet ambassadeur est à l'œuvre, il est venu en renfort à un système qu'ils ont instauré dans tous les pays francophones. C'est ce système-là qui travaille toujours. C'est comme ça qu'ils exécutent les journalistes, surtout ceux qui veulent exhiber leur nudité. Parce que c'est un groupe, c'est un réseau, tout est affilié. Je ne les désigne pas la franc-maçonnerie. Je dis bien que la branche française est dure. Bachir, vous ne me croyez pas. C'est ça ce que j'ai dit. Lucifer, c'est ce que moi je dis. Lucifer, leur maître général en question là, il sait ce que moi je dis. Je le dis au nom aussi d'un général plus général que Lucifer. La franc-maçonnerie française, c'est la branche la plus barbare sur la terre. Elle est très proche de Lucifer. Alors pour ces gens qui ils s'en foutent, ils s'en fichent. Alors, mais préparez-vous au Cameroun. Ne vous cédez pas à la passion. Ce journaliste qui a été tué, oui, on va perdre des gens, on va perdre des frères. On a perdu au Motunde, on va perdre beaucoup encore. Ne soyez pas tristes. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Quand un combattant meurt, on le tient par la main et puis on avance avec le courage. Parce qu'elle l'a dit, ce n'est pas seulement le journaliste. Hein. Là, et quand, bon, ça se passe au Togo, ça se passe au Bénin, au temps de Yahi Bouni. Les frères maçons, c'est ce qu'ils font, Bachir. Ciblez-les. Ciblez-les, ne les cachez pas. Vomissez-les. Pointez du doigt ces gens-là. Bachir, ce ambassadeur français est venu au Cameroun, il est en mission bien déterminée, mais ils vont échouer. Ils vont échouer. Parce que nous sommes, nous aussi, des humains, nous voulons vivre notre dignité humaine. Pourquoi Lucifer va nous forcer jusqu'à ce point? Mais non. Alors Bachir, vous souvenez d'affaires de Zongo, et Nobel Zongo et autres. Vous voyez, la différence, c'est que entre la branche anglaise, c'est que, vous voyez, Julien Ansand n'est pas tué. C'est-à-dire, eux aussi le font, mais ils ne sont pas si barbares. Je ne sais pas, nous sommes en guerre. Que l'Esprit de Dieu vous réveille. Serrez les ceintures au Cameroun. On ne veut pas d'enquête, on veut les interpellations. On veut, vous connaissez, le gars même a cité ceux qui veulent le tuer. Mettez ça à l'écrit. Frappez. Je m'arrête là. L'Esprit va vous inspirer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en guerre. Bye. Merci à vous également, cher Jean Sakpono. On va refermer le standard pour le moment. Président Bandakani, Jonathan Batengene, on a 5 minutes avant de refermer cette édition. Certainement, on va essayer de répondre à cette question qui reste. Oui, il fallait bien écouter nos téléspectateurs également. Jonathan, et donc la question centrale, la seule, l'unique, la vraie question, à qui profite le crime? Le crime est profond. Tous ces ministres-là, ils ont un dénominateur commun. C'est les suppôts de la France-Afrique. C'est les plus grands défenseurs de la France-Afrique. Ils ont décidé de servir le Cameroun dans un plat à cette mafia internationale. Ils avaient déjà réussi avec la privatisation. Ils se sont accaparés plusieurs ressources de l'État de manière tout à fait bizarre, illégale, en violation de tous les textes de loi de notre pays. Ces gens veulent passer un message. C'est que le silence sera la règle pour tous ceux qui envisagent remettre en question leurs aspirations au remplacement de M. Biya. Ils veulent même dire quelque chose de plus grave. Ils veulent dire à tous les Camerounais que désormais, il n'est même plus possible de s'opposer à eux. Notons une chose. La presse camerounaise, quand vous regardez les années 90 jusqu'à 2008, non 2017, si vous regardez les titres sur le président Biya, je crois que Bachir, si c'est vous et moi, là, peut-être ce qu'on s'est suicidé. Oui, tout à fait. On a dit des choses pas possible énormes sur ce monsieur.
mais il n'a jamais tué un journaliste. Oui. Mais ces gens-là, chaque fois que l'un d'eux est seulement cité, le journaliste disparaît. Donc ils sont devenus des sortes de demi-dieux au sein de la République. Ils veulent dire qu'ils vont s'aimer un climat de terreur. Et le message est adoubé par l'Occident. Hein. L'ambassadeur de France jusqu'à présent n'a pas encore réagi. C'est la Covid, bien sûr. Ce sont les grands. L'Union européenne fait un simulacre de réaction. Mais certainement ils réagiront, cher Batenguene. Ces gens Bachir sont les premiers à aller s'acoquiner de ces gens-là. Le message, c'est dire qu'après le président Biya, et d'ailleurs le message, c'est même pas pour simplement tous les... C'est pour nous les panafricanistes. Tu as tout compris. Parce qu'ils savent que nous allons être dans la bataille. Et ils disent, celui qui aura le courage, voilà la situation. Mais qu'ils sachent une chose. Nous n'avons pas commencé ce combat aujourd'hui. Les Oumniobé sont morts. Les Moumiers sont morts. Avant eux, Mangabel. Les Mangabel. Ce combat a prospéré jusqu'à nous. Alors qu'ils croyaient l'avoir effacé. Ce combat va réussir. Nous allons contrôler ce pays. Et nous n'aurons pas peur d'eux. Le moment venu, ils verront que nous n'avons pas peur d'eux. Très bien. Merci Joe. Président Bandakani, avec vous on referme. D'abord, je commencerai par l'affaire des différents clans politico-médiatiques. Oui. Parce qu'on a tendance à vouloir mettre ça devant. Une thèse qu'ils ont voulu mettre en avant, c'est que ce sont des manquements déontologiques qui justifieraient. On veut justifier le crime par l'espoir des manquements déontologiques. Bon, je pense que ça dit que aucun Camerounais ne peut croire des fadaises de ce genre. Parce que les manquements déontologiques ne sont pas pires que le détournement de fonds publics. Exactement. C'est pas comparable. Pas comparable. Ouais. Voilà. Donc ça ne veut absolument rien dire. Et même les clans politico-médiatiques qui les fabriquent, ce sont les ministres. Ce sont eux qui fabriquent les clans médiatiques dans le pays. Ce sont eux qui ont tué la déontologie journalistique. Ce sont les ministres là. C'est le gouvernement camerounais qui a tué la déontologie journalistique. Pourquoi? Parce qu'il faut contrôler la presse pour couvrir les crimes. C'est cela qu'il s'agit. D'ailleurs, ils ne peuvent pas parler de déontologie. Le gouvernement camerounais disqualifie pour parler de déontologie. Parce que ce sont eux. Tous les ministres ont leurs journaux. Tous les ministres ont leur télé. Tous les ministres donnent les ordres, n'est-ce pas? À leurs journalistes. Les éditoriaux des débats télévisés. On connaît tout ça. Donc, ils n'ont pas de leçon à donner à ce niveau-là. Donc, c'est eux qui sont responsables. La deuxième chose, la dimension politique de l'affaire. Tout à l'heure, Jean Sampono a convoqué l'ambassadeur de France. Mais oui, il y a des choses qu'on ne veut pas soulever parce que les gens n'ont pas la maturité pour comprendre. Mais vous croyez que c'est quoi? On est dans une phase très élevée d'une révolution. C'est-à-dire que de couleur, dans notre genre, c'est cela qu'il s'agit. Puisque, quelle est la démarche de ces gens? Ces gens ont réussi à faire croire une chose que... Moi, ce qu'ils ont réussi à faire croire. Que bon, ok, le problème c'est Biya. Je ne pas de donner Biya, il ne faut pas le donner, il est président, il doit assumer ses responsabilités. Oui. Mais, venez nous dire que le problème c'est lui, c'est que ça va pas descendre. Donc, que Biya est mauvais, tous ces ministres sont bons. Sont ces victimes. Oh, Bachir, mais ce sont ces ministres-là justement qui veulent prendre le pouvoir après le président Biya. Comment expliquer la contradiction consistant à dire que Paul Biya est mauvais et les ministres qui l'ont nommé sont bons au point de pouvoir le remplacer? Donc, la bataille pour le contrôle des médias, c'est que il faut que les médias passent le temps à tirer sur Biya. Et les ministres sont présentés comme les victimes de Biya, peut-être c'est lui qui les nomme. C'est ça qu'ils ont fait depuis... Je suis un vétéran de ce combat depuis 90, c'est de quoi il parle. Je crois que ça s'est passé devant moi, j'ai vu comment on achète, comment on fabrique ces choses-là. Je l'ai vu à mes yeux, je sais de quoi il parle. C'est ce que j'ai appelé l'antibiotisme primaire. Oui. Mais c'est ça le contenu. Donc, nous on dit c'est les panafricanistes. Le président Biya doit partir, mais avec eux tous. Tout à fait. Il part avec eux tous. C'est ça la bataille des panafricanistes. Et en stratégie politique, nous avons soutenu le président Biya justement pour qu'il soit fort pour les neutraliser. Aussi simple que ça. C'est pas une affaire de sentiments et d'émotions. Aussi simple que ça. Donc le débat il est là. Et ça arrive à un niveau, je veux quand même appeler que c'est le président qui déclenche les audits. Oui. C'est lui. Donc en le déclenchant, il savait très bien dans quoi il mettait les pieds. Donc il déclare les audits. Et maintenant la réaction de ce lobby qui est au-delà de l'ethnie, je veux dire que leur vrai pays, c'est le pays du sang, de la corruption, de l'argent et des crimes rituels. C'est ça que leur vrai patrie. Donc ces gens maintenant,
ils réagissent pour dire qu'ok, on va voir, on est prêt à tout. D'où ce meurtre, cet holocauste universel, n'est-ce pas? Comme ça que Zogo a subi, pour nous dire que bon, ok, ce qui tente, va voir. Nous, on va l'encercler au point où il ne va rien faire, n'est-ce pas? Et le jour où on pourra en faire un coup d'État, avec la complicité de nos amis étrangers, c'est ça. C'est là où entre l'enjeu l'ambassadeur de France. Président Mandakani. L'ambassadeur américain. Oui. Est-ce qu'en insistant dans son discours de fin d'année sur son engagement continu dans la lutte contre les prévaricateurs de la République, est-ce que le président de la République s'attendait à des conséquences comme ceux-ci? Bien sûr. C'est-à-dire l'assassinat de tous ceux qui voudraient... Il sait qu'ils vont réagir. Je vous ai dit que je vais parler des deux communiqués du ministre que ça dit. Mais lisez-le, ce n'est pas un hasard. Je vous dis que tout le gouvernement camerounais est mouillé dans les audits. Tout à fait. Comment? Pas savoir quel gouvernement je parle, je pense qu'à la présidence, dans la publication, le ministre, le secrétaire général de la présidence, les ministres qui l'avaient secrétaire généraux sont membres du gouvernement. Hein. Tout à fait. Ils sont membres du gouvernement. Donc tout le gouvernement est mouillé dans cette affaire. Donc, solidarité des crapules, permettez-moi l'expression, des crapules. Donc ils ont intérêt à bloquer. Là, tous les clans du pouvoir s'entendent que arrêtons les audits là. Ils peuvent se combattre, mais s'entendent qu'il faut arrêter les audits. Parce que dis-moi pourquoi. Un monsieur comme Zogo est menacé de mort. Il se réfugie dans une gendarmerie. Mon cher Bachir, on lui ferme la porte. Vous pouvez expliquer ça? Il demande l'audience à des autorités sécuritaires de la République pour demander une protection. On ne le reçoit pas. Mais quel est l'intérêt de ce que le cadre de la République ne va pas recevoir un journaliste qui estime qu'il est menacé? Et maintenant le ministre Sadi vous dit que non, on va protéger 10 journalistes en danger. C'est qu'on a fait ça. Après coup. Mais ce sera un temps malade que non, nous allons protéger 10 journalistes. Non, c'est tous les Camerounais qui sont en danger, et pas seulement les journalistes. C'est tous les Camerounais qui sont en danger. Parce que si ce gang de criminels prend le pouvoir, après le président Bia, le pays c'est mort, Bachir. Le pays c'est mort. Ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. C'est ça. Moi, pourquoi je dis que ce n'est pas une affaire seulement de journalisme. Pas pourquoi nous on interpelle le président Bia. C'est clair. Il doit prendre son responsabilité. Et maintenant, les conditions populaires sont réunies pour qu'il fasse fort. Bachir, je suis d'accord avec Adjo Sérieux. Oui. Quand il dit comme lui, on va faire l'enquête. Oui. Moi, je suis un homme de la République. Oui. Je suis un homme de droit. Oui. Il fait les enquêtes. Mais je comprends tranquille. Parce que toutes les enquêtes dans ce pays, sur des cas similaires, n'aboutissent à rien. On allait les souffrir et on protège les vrais humanitaires. Vous comprenez? Les interpellations. C'est clair et c'est net. Et il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut tous les crimes passés là. Tous les crimes passés, depuis là, il faut faire la lumière, Bachir. C'est une condition de la santé mentale du pays. Vous comprenez cette affaire? Donc, les dangers sont là, mon cher Bachir. Donc, nous terminons en disant que, et là je reviens à Jonathan, oui. Moi je le dis partout, moi je suis un homme de foi. Ce n'est pas une foi sentimentale, hein. Ce n'est pas une foi d'émotion, c'est la foi. Bachir, ils n'auront pas le Cameroun. Ils n'auront jamais. Ils verront alors que cet holocauste rituel qu'ils ont fait va se retourner contre eux. Vous comprenez ça? Oui. Ça, c'est un crime rituel. Je connais leur pratique. C'est un crime rituel. Parce que quand on vous dit, si on voit les fuites, je vous dis, je dis que ce n'est pas officiel. Ils ont électrocuté. Ceci dans logique. Mais les gens lisent. Et c'est leurs habitudes depuis les crimes de mouvement. En passant par ce qu'ils font dans les hôpitaux, partout et tout, ce sont des satanistes. Il faut avoir peur le mot. Ce sont des satanistes. Tout l'État, vous n'êtes pas sataniste. Hein. Non, non, ce n'est pas tout l'État du Cameroun. On connaît plein dans la maison, des gens sérieux. Je parle de ce clan-là, de ce groupe. C'est-à-dire que ce groupe, ce gang, au cœur de l'État, mais qui veut dire l'État. C'est bien que je parle, Bachir. Donc, ce sont des satanistes. Donc, ils ont ça. C'est un holocauste, en plus d'un crime, c'est un holocauste rituel pour nous avaler. Mais ça va se retourner contre eux, Bachir. Parce que le Cameroun, ce n'est pas ce qu'ils croient. C'est le pays de Mouabé, de Wandji, de Mounié, de tous ces Camerounais silencieux qui ont une foi forte, qui pensent qu'en plus de la raison, en plus de ce que nous faisons sur cette terre, il y a un maître, Bachir, qui est vraiment intérieur dans les histoires des hommes, mon cher Bachir. Ce pays ne peut pas se réduire, mon cher Bachir, à cette capolerie. Donc nous disons ceci, Bachir, du haut de notre majesté de la parole, nous déclarons que nous retournons l'holocauste. Cet holocauste-là qu'ils ont fait contre eux. Aussi que la parole a un pouvoir, Bachir. Nous avons déclaré sur ce plateau. Ils
n'auront pas le Cameroun, ils n'auront jamais le Cameroun, ils répondront de leurs actes, mon cher Bachir. Merci Président Bandakani et merci à Jonathan Batengene. Et pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'éléments sur l'évolution des choses, ne manquez pas justement cette invitation au point de presse par le SNJC. C'est demain à 10h. Donc à l'hôtel Douala Design de Bali. Vraiment beaucoup d'informations. Le SNJC vous donnera tout cela. Merci à vous messieurs. Merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation, à la production de cette autre édition du Point sur l'actualité. Martinez Zogo, que son âme repose en paix.